le Collège national des gynécologues obstétriciens que j'ai présidé jusqu'à la semaine dernière s'est effectivement préoccupé depuis très longtemps de ce sujet. Notre discipline, la gynécologie obstétrique, est devenue tellement énorme que plus personne ne peut la maîtriser tout seul. Et donc, elle se décompose en plusieurs parties. Une partie qui est très visible, c'est l'obstétrique, c'est-à-dire l'accouchement, le suivi de grossesse. Mais il y a une partie qui est la gynécologie, où il y a une partie chirurgicale et une partie médicale, et c'est Isabelle Héron qui parlera de la partie médicale de la gynécologie. Une partie qui est l'orthogénie, qui est extrêmement importante, la contraception et l'IVG. Et il y a une partie nouvelle qui est la reproduction, l'AMP. Bien entendu, l'analyse que je peux faire n'est pas la même selon les sous-chapitres. Et si vous le voulez bien, je vais tout d'abord vous parler de la manière dont nous voyons l'obstétrique, c'est-à-dire l'accouchement. Il y a depuis très longtemps dans les structures du ministère de la Santé une analyse de la répartition des maternités parce que ça même finit dans les faits divers lorsqu'on ferme une maternité parce qu'il n'y a pas d'obstétricien pour la gérer, ça peut donner des accidents et même des accidents fort graves. Une espèce de règle s'est dégagée de faire en sorte qu'aucune femme ne soit à plus de 45 minutes en hiver d'un lieu d'accouchement sécurisé. Ceci est pratiquement le cas à 98%. Il y a encore ce qu'on appellerait des déserts médicaux ou des zones où en hiver, par exemple dans les Alpes, on est à plus de 45 minutes d'un lieu d'accouchement. La manière dont la spécialité propose pour ce problème, vous savez qu'on a un nombre restreint de nouveaux obstétriciens, et quand vous proposez à un jeune d'aller dans un petit pays où il aura un accouchement tous les 3-4 jours et où il aura du mal à mettre ses enfants à l'école, il y a une réalité tangible, c'est qu'avec la liberté d'installation, les jeunes ne veulent plus y aller. Ils préfèrent être le 10e dans une équipe de 9 que le 3e dans une équipe de 2. Et il faut tenir compte de cela. Sauf contrainte que nous ne savons pas faire dans notre pays et que d'ailleurs je ne souhaite pas, on ne mettra pas un obstétricien à la mure parce que le dernier qui a été était de garde 365 jours sur 365 et au bout de 3 ans qu'il appelait à l'aide pour trouver un remplaçant, même un remplaçant il ne trouvait pas. Et donc tout d'un coup il a dit il n'y a pas de remplaçant mais je m'en vais. Et donc on est confronté à cela et la discipline propose de mettre dans ces endroits un petit peu reculés ce que nous appelons des centres périnatals de proximité. De quoi s'agit-il? Et nous sommes favorables à l'écriture d'une charte pour pas que ce soit un pis-aller et quelque chose de pas valable pour les femmes. C'est un endroit où plusieurs sages-femmes couvrent le nictémère, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sage-femme présente H24, des sages-femmes choisies et diplômées en échographie pour qu'elles puissent faire le suivi de grossesse, le suivi échographique et participer à l'activité d'orthogénie. Nous proposons que ces centres périnatals de proximité soient dotés d'un lit pour accoucher en urgence. Et il ne s'agit pas de créer des petites maternités à 10 accouchements par an. Il s'agit de faire en sorte qu'une femme qui arrive à dilatation complète dans un centre périnatal de proximité puisse être accueillie par la sage-femme et accoucher sur place et non pas mise dans une ambulance pour accoucher dans l'ambulance. Donc, cette charte que nous proposons, que nous avons déjà proposé au ministère de la Santé, de créer des centres périnatals de proximité avec des sages-femmes qui soient en connexion avec l'hôpital local doté d'une maternité et des sages-femmes qui auraient une ligne privilégiée pour pouvoir téléphoner à un praticien hospitalier responsable avec lequel elle serait habituée à travailler. Ces centres périnatals de proximité nécessitent également, pour qu'ils soient complets, un système de transport en ambulance qui soit pris en charge par la collectivité. Et donc, du point de vue de l'obstétrique, la solution nous paraît être double, celle que je viens de dire, centre périnatal de proximité, et dans certains endroits, de mettre un hôtel hospitalier
à portée de main de la maternité, où les femmes puissent venir éventuellement avec leur famille et avec leurs enfants pour les quelques jours de fin de grossesse, lorsque le déplacement, par exemple en hiver, est non envisageable. Il y a un certain nombre de régions et un certain nombre d'endroits où il faudrait non seulement des centres périnatales de proximité de qualité, et pas n'importe quoi, mais également un hôtel hospitalier où les femmes pourraient, avec leur famille, venir passer les derniers jours de grossesse. Vous savez, on a un exemple qui est la Polynésie française. Polynésie, il y a près d'1 millier d'îles habitées, dont certaines sont à plus d'1 heure d'avion de Tahiti. Et personne n'accouche sur ces îles. Les femmes sont emmenées par avion, parfois avec leur famille, vers un hôtel hospitalier qui se trouve à Tahiti, dans l'enceinte de l'hôpital, et elles ne touchent pas les allocations familiales si elles repartent trop tôt après l'accouchement, avant que les tests corrects n'aient été faits sur les enfants. De fait, cette répartition, la Polynésie, ça a la taille de l'Europe, c'est 2500 km de diamètre. On ne peut pas dire qu'on n'ait pas des modèles sous les yeux et des modèles qui fonctionnent. Donc, pour moi, soit une femme habite à proximité, proximité c'est dans la demi-heure en hiver d'une maternité, soit elle est à distance d'une maternité et là, il faut qu'elle ait accès à un centre périnatal de proximité avec des sages-femmes capées, c'est-à-dire diplômées en échographie, habilitées à travailler dans ces centres et faisant un espèce de tour de rôle pour qu'il y en ait une H24 sur place avec un système de transport adapté et parfois un hôtel hospitalier dans l'hôpital qui accueille ces femmes avec un praticien référent capable de répondre au téléphone ou par une garde lorsque une sage-femme a besoin d'aide parce qu'elle se trouve confrontée à une pathologie et qu'elle a besoin de se concerter. Et tout le monde dans notre discipline, plus on se concerte, plus la qualité des soins est élevée. Et donc pour moi, l'obstétrique, c'est les deux outils que je viens de vous dire. Des centres périnatales de proximité de qualité, pas n'importe quoi, un hôtel hospitalier dans certains endroits pris en charge par la collectivité et un système d'ambulance médicalisée entre les deux. Pour la gynécologie, je ne parlerai que de la gynécologie chirurgicale. La gynécologie chirurgicale, comme les autres disciplines chirurgicales, est en train de voir ses effectifs s'abaisser. Et ça tombe bien parce qu'on opère de moins en moins. On est dans une période de désescalade thérapeutique où il y a besoin de moins de chirurgiens. Cependant, le domaine de la chirurgie s'est étendu et, par exemple, un chirurgien de l'endométriose peut n'avoir pas une grande compétence en matière de chirurgie de l'incontinence. Et un médecin qui fait de la chirurgie de l'incontinence peut ne pas avoir une grande compétence en matière de chirurgie de la reproduction et de la stérilité. Ce qui fait que les outils dont nous avons besoin pour soigner les femmes au niveau de compétences qu'elles exigent en matière de chirurgie sont forcément des grands services qui regroupent toutes les sous-disciplines de la chirurgie gynécologique. Quelqu'un qui n'opère que très peu d'incontinence urinaire va être mauvais quand il en opérera 2 par an. Et chacun d'entre nous préfère être opéré pour son cancer du sein par un praticien qui en opère plus de 100 par an, plutôt que par un praticien qui en opère 2 par an. Cet effet a un effet de concentration pour la chirurgie gynécologique. Je suis favorable aux grands centres de chirurgie gynécologique et à ce titre, le collège a proposé pour l'endométriose. Vous savez qu'on a un problème un peu historique avec l'endométriose. On a des diagnostics tardifs, mais pas parce qu'on ne veut pas les diagnostiquer, parce que c'est difficile à diagnostiquer, parce que il y a beaucoup de symptômes qui peuvent apparaître comme normaux à certains et qui ne sont pas normaux pour d'autres. Bref, l'endométriose est en train de s'organiser dans notre pays en système de grappe avec un centre référent, un staff
pour tous les et pour éviter que des femmes ne soient opérées par un chirurgien de l'endométriose, qu'on opère 3 par an, parce que sans cela, on va être obligé d'y retourner avec toutes les complications et toute la mauvaise qualité. Vouloir faire en sorte qu'il y ait un chirurgien de l'endométriose dans chaque petite ville, c'est abaisser le niveau de compétences auxquelles les femmes seront exposées. Et donc, ce que nous proposons, mais nous n'avons pas encore été suivis par le ministère, c'est un centre expert par région avec une grappe de centres connectés à ce centre expert pour que tous les cas soient staffés en commun. Donc, chirurgie gynécologique, je la traiterai vraiment différemment de l'obstétrique. Autant l'obstétrique, il faut qu'il y ait du monde partout, entre obstétriciens et sages-femmes, autant pour la chirurgie gynécologique, je trouve que c'est pas bien d'exposer des femmes à un chirurgien qui opère 2 cancers du sein par an, parce qu'il n'aura pas la compétence et que les soins produits ne seront pas les bons. Sur l'IVG, vous le savez comme moi, il y a 2 sortes d'IVG, les IVG médicamenteuses et les IVG chirurgicales. Nous sommes aidés, et même, je dirais même plus qu'aidés, depuis que l'Ordre des sages-femmes a accepté l'idée de participer aux IVG il y a une vingtaine d'années. Les IVG médicamenteuses sont très largement faites et de qualité par les sages-femmes. Et j'allais même dire presque, quel que soit l'âge gestationnel, les sages-femmes ont appris à gérer l'analgésie de ces IVG. Et pour moi, la solution de l'orthogénie, c'est que dans les centres dont je viens de parler, les centres périnatales de proximité, les sages-femmes capées dont je parlais, c'est-à-dire des sages-femmes qui aient un parcours non seulement en échographie, mais également en orthogénie, soient capables de gérer sur place les IVG médicamenteuses. Car on ne peut pas demander à une femme d'aller faire 100 km pour son IVG. Donc, IVG médicamenteuse, je vous le rappelle, représente actuellement, mais ce pourcentage est en augmentation depuis 20 ans, 70% des IVG de notre pays. Il n'y a plus que 30% d'IVG chirurgicales. Néanmoins, notre collège a opté pour le fait que les femmes puissent toujours choisir entre IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale. Et je pense qu'une femme qui demanderait, et il y en aura de moins en moins, une IVG chirurgicale, quel que soit l'âge gestationnel, soit orientée vers le centre, vers la maternité la plus proche. Et la plupart des maternités, y compris les petites maternités, ont un centre d'IVG, mais il faut également une salle d'opération pour ces IVG chirurgicales. Il faut également un anesthésiste. Et donc, je distinguerai donc dans l'activité d'orthogénie le gros des IVG, 70%, qui peuvent être faites localement en ruralité, et une petite proportion de femmes qui souhaitent être endormies pour leur IVG chirurgicale. Et ces femmes-là, on prendrait alors un rendez-vous par le réseau de soins créé entre le centre périnatal de proximité et l'hôpital référent du coin. Dernier point, c'est l'AMP. Je ne suis pas favorable à ce que chacun ait un centre d'AMP en bas de chez soi. L'AMP exige des laboratoires, elle exige des compétences. Il y a une centaine de centres d'AMP dans notre pays qui fonctionnent très bien, et créer des centres supplémentaires d'AMP, c'est éparpiller les moyens pour faire en sorte qu'une femme ait un peu moins de trajets à faire. Il faut donc regarder à nouveau la carte et voir s'il y a des endroits qui sont creux où il y a un désert médical en matière d'AMP. Et je pense, avec mon expérience de ce sujet, qu'il ne faut pas rajouter de centres d'AMP dans notre pays, que l'AMP nécessite trop de moyens en laboratoire, en biologiste. On est pauvre en biologiste, au moins autant qu'on est pauvre en médecins capables de gérer correctement l'AMP. Et donc, je suis favorable à ce que l'AMP continue d'être fait dans la centaine de centres agréés pour ce faire. Je trouve, pour terminer, que l'idée d'un bus pour la santé des femmes n'est pas une mauvaise idée, parce qu'il y a des endroits où, et c'est Isabelle Héron qui en parlera, notre pauvreté est extrême en matière de gynécologie médicale dans la ruralité, elle l'est même dans les villes. Et donc le fait de dire, eh bien il y a un jeune chef de clinique qui accompagne le bus, lequel bus fera une tournée des villages pour
s'occuper de la santé des femmes, peut-être avec dans le bus une sage-femme pour l'aider. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée et ça aurait le mérite d'attirer plus de femmes vers le dépistage et faire en sorte que les femmes qui ne sont pas dépistées en matière de cancer le soient un petit peu plus dans la ruralité. C'est vrai que nous constatons des cancers avancés chez des femmes qui ne consultent jamais le gynécologue et le petit événement dans le village qui constituerait la visite du bus gynécologique, ça ferait que les femmes iraient ensemble vers ce bus pour consulter un médecin ou une sage-femme pour le dépistage. Et je crois que ce serait, pour peu de frais, une très bonne opportunité. Voilà, madame, ce que je peux dire en première approximation. Eh bien, écoutez, professeur, je vous remercie beaucoup pour déjà tout ce que vous avez dit, parce que vous évoquez déjà certaines pistes également et certaines propositions. Donc, je vais donner immédiatement la parole au docteur Isabelle Héron, présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Mais j'aurais presque pu vous laisser faire la transition, professeur, puisque vous l'aviez évoqué. Merci à vous, docteur, je vous cède la parole. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, avant de démarrer, je voudrais remercier Madame la Présidente de m'avoir invitée à cette table ronde sur la problématique de la santé de la femme en milieu rural, qui est une problématique extrêmement importante. Et je voudrais aussi remercier le professeur Israël Nizan de permettre à la Fédération de prendre part à cette réflexion parce qu'on est le versant médical de la gynécologie. Alors, je voudrais juste faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la fédération. Je vais donc présenter cette société savante qui est composée en fait de collèges régionaux. Il y en a 11 au total. Et en fait, la fédération, donc Fédération des collèges nationaux de gynécologie médicale, en est l'instance nationale. Les collèges sont composés eux-mêmes dans la grande majorité de gynécologues médicaux, mais on a aussi des médecins généralistes qui ont des gynécos qui s'inscrivent dans nos collèges, également des gynéco-obstétriciens. Et ces gynécologues médicaux, ces gynécologues ont un mode d'exercice essentiellement libéral. Et en fait, ce qui fait finalement la spécificité et l'intérêt de la fédération, c'est ce maillage territorial, puisqu'on est vraiment implanté via ces collèges régionaux, et aussi l'exercice extrêmement libéral, essentiellement libéral, qui fait qu'on a vraiment le retour en fait de ce qui se passe sur le terrain. Et en fait, ça fait très longtemps en fait que nous on s'inquiète en fait de la désertification de certaines zones et des disparités géographiques en matière d'accès aux soins. La fédération elle a pour rôle essentiel la défense de la gynécologie médicale et la valorisation de la gynécologie médicale. Et on est également très impliqué sur l'augmentation, sur le fait d'augmenter le nombre d'internes en gynécologie médicale pour que justement la baisse de la démographie qui est actuellement cruciale et on a dans le creux de la vague puisse être après compensée par l'augmentation du nombre d'internes et de médecins ensuite. Alors en fait, le gynécologue médical, comme vous le disiez très justement dans votre introduction, Madame la Présidente, a un rôle essentiel dans la vie d'une femme, puisqu'il l'accompagne tout au long de sa vie avec des périodes charnières telles que l'adolescence, qui pose le problème de la contraception, du dépistage des IST, de la prévention des grossesses non désirées. Ensuite, il y a le désir d'enfant ou le non-désir d'enfant, avec les problèmes de fertilité, de PMA, éventuellement, la suite de la grossesse, dont je ne parlerai pas parce que le professeur Nizan l'a évoqué tout à l'heure, et puis ensuite la ménopause, et que en fait toutes ces périodes charnières en fait ont des spécificités qui leur sont propres et dans lesquelles en fait le gynécologue s'ancre à travers toute son expertise qu'il peut avoir. Donc, les champs d'activité sont très variés et la gynécologie, en fait, on parle beaucoup de dépistage. En fait, pour moi, la gynécologie va bien au-delà du dépistage du cancer du col et de l'utérus et du sein. Et donc, il passe par l'orthogénie, la contraception, mais la contraception à risque, la prévention des IST, le suivi des post-cancers, le risque cardiovasculaire dont on parle beaucoup parce qu'on sait que les femmes consultent trop tard quand elles ont des douleurs thoraciques et qu'il y a un retard au diagnostic, un retard en prise en charge. Et on sait très bien aussi que les femmes ont plus de risques de mourir d'un infarctus que les hommes. Donc,
les autres terrains dans lesquels on a une expertise, c'est la reproduction de la PMA. Ce qui va poser problème, on parle beaucoup de la préservation ovocytaire sociétale, et donc il faut que toutes les femmes aient un accès d'information à cette préservation ovocytaire sociétale, quel que soit le lieu où elles habitent. La sexualité, bien sûr, la gynéco-endocrino qui consiste à suivre des syndromes de Turner. Donc en fait, les femmes qui sont éloignées de centres de soins spécifiques, en fait, n'ont pas accès à ce suivi spécifique qui est très important. Le suivi des femmes séropositives, l'oncogénétique avec la prévention. Qui va avoir une place très importante en fait pour la prévention de dépister les femmes à risque et de leur donner d'éviter qu'elles développent un cancer. Et puis bien sûr, je terminerai par les violences conjugales dont on parle beaucoup pendant cette période de confinement et qui nous interpelle beaucoup puisque on sait combien elles ont augmenté pendant cette période. Donc tout ça pour dire que le gynécologue en fait a un rôle très important dans la prise en charge de la santé de la femme dans sa globalité. En fait, on a essayé de réfléchir finalement, on a bien conscience qu'il y a un problème d'accès aux soins dans la ruralité et en fait on a essayé de réfléchir aux freins qu'il y avait en fait à l'accès aux soins. Donc il y a bien sûr la baisse de la démographie des gynécologues. Il y a donc, mais ça on en a déjà parlé, l'éloignement géographique fait que les femmes ont moins d'accès aux soins, le milieu social défavorisé, les situations de précarité, les femmes en grande situation de précarité ne consultent pas. Le manque d'information, très probablement que les femmes dans les milieux éloignés en fait de la connaissance, en fait, ne savent pas qu'elles doivent consulter, qu'elles doivent se faire dépister ou qu'elles doivent se faire suivre régulièrement. Donc, ça, je pense qu'il faut développer cette information-là. En tout cas, qu'elles aient plus de connaissances. Et puis, les femmes, en fait, je pense, s'occupent pas bien d'elles parce que, voilà, il y a les enfants, la famille, le travail, et que probablement, elles se délaissent. Il y a aussi les peurs de consulter. Aller voir un gynécologue, c'est pas toujours facile. Par rapport au milieu social défavorisé, pour le dépistage du cancer du col, là, on a démontré qu'il y a à peu près 40% de femmes qui échappent au dépistage. Celles qui échappent au dépistage, c'est les femmes de plus de 50 ans. Donc finalement, celles on arrive à attraper les femmes qui sont suivies pour leur grossesse ou qui consultent pour une contraception. Et une fois ménopausées, en fait, beaucoup de femmes ne consultent plus et celles-ci échappent au dépistage. Quand elles ont des comorbidités, une obésité morbide, je pense qu'elles n'osent pas consulter. Celles qui ont une affection longue durée et celles qui sont en situation de handicap et de situation sociale défavorable. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut proposer en fait pour essayer de lever ces freins à la consultation et d'amener les femmes à consulter, puisqu'en fait, dans les milieux ruraux, quand elles sont très loin, quand elles sont à 80 ou 90 km d'une structure médicale ou d'un gynécologue, en fait, elles ne viendront pas à nous. Donc je pense que c'est à nous d'aller vers elles. Il faut favoriser, dans un premier temps, je pense qu'il faudrait favoriser l'installation ou favoriser en fait des journées de consultation dans les zones rurales, mais pour cela, il faut que vous rendiez l'activité attractive pour les médecins. Si vous voulez que les médecins aillent consulter une journée par semaine, soit dans un cabinet secondaire, parce que ça c'est intéressant, soit par exemple dans un hôpital périphérique, proposer une journée de consultation, il faut que ce soit attractif pour le médecin qui va, c'est-à-dire que ce soit une attractivité en matière de matériel, mais aussi en matière de valorisation financière. Vous ne pouvez pas demander à un interne ou en tout cas un médecin jeune installé ou bien même un retraité, parce qu'il y a des retraités qui, je pense, accepteraient volontiers d'assurer des consultations s'il n'y a pas une valorisation financière et un plateau technique qui leur permettra de travailler dans de bonnes conditions. Ce qui est important aussi, c'est qu'avec le dépistage du cancer du col là, qui va démarrer, on va avoir une augmentation très importante des demandes de colposcopie. Et donc, il faut pouvoir, il va falloir quand même proposer à ces patients, à ces femmes, des accès de consultation faciles. Et ça peut se faire tout à fait dans des cabinets secondaires, mais encore faut-il avoir un colposcope et puis d'avoir des laboratoires avec lesquels travailler facilement. Alors, il y a bien sûr aussi des CPTS. Les CPTS sont des structures très intéressantes puisqu'en fait, c'est une prise en charge optimale et coordonnée
avec les autres professionnels de santé de la femme. Et bien évidemment qu'il faut travailler de façon coordonnée avec les sages-femmes et les médecins généralistes. Vous parliez tout à l'heure des médecins généralistes. Il y a beaucoup de médecins généralistes qui font de la gynécologie médicale et qui suivent des DU de gynécologie médicale. Donc, il y a des médecins généralistes qui ont une patientèle essentiellement de femmes, en tout cas, qui s'intéressent et qui sont dans nos collèges et qui vont à nos journées de formation. Alors, sur le territoire français, il y a déjà des initiatives dont il faut s'inspirer. Donc, en Pays de Loire, par exemple, le Collège de gynécologie travaille avec l'URML et la CPAM sur les possibilités de faire des consultations gynécologiques avancées dans des territoires de santé qui n'ont pas de spécialistes pour satisfaire au deuxième recours. Et donc, possibilité d'avec une salle mise à disposition avec du matériel acheté par la commune, déplacements remboursés, pourcentage supérieur sur les tarifs, etc. Donc, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses et je pense qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'innover dans toutes les régions, mais on peut déjà aussi s'inspirer de ce qui est déjà fait dans les régions et qui fonctionne. Alors, il faut développer des nouvelles technologies. Notre piste intéressante et les outils qui sont déjà à notre disposition, que sont la télémédecine, et la téléexpertise et les téléconsultations. On voit bien qu'avec le Covid, les téléconsultations ont explosé. Et donc, je pense que c'est un outil vraiment très intéressant qui ne doit pas, notamment pour des avis pour les médecins généralistes, mais aussi pour les patientes. La téléconsultation ne doit en aucun cas remplacer la consultation présentielle, mais c'est un outil extrêmement important et qui nous rend vraiment service. Pour les zones blanches, pour les zones blanches où il y a un accès à Internet qui est très mauvais, je pense que créer des zones de coworking qui permettraient d'avoir accès qui permettraient à tout le monde, aux patientes, en fait, d'avoir des téléconsultations avec un réseau correct, ça paraît une piste intéressante. Alors, concernant la médecine itinérante, moi, j'y suis très favorable. Il y en a, le Vaccibus, c'est vrai que c'est une piste très intéressante. Dans l'Orne, par exemple, il y a ce qu'on appelle un camion qui s'appelle le Mammobobile, qui existe depuis déjà plusieurs années et en fait et qui sillonne en fait la campagne pour le dépistage du cancer du sein. Donc a priori ça fonctionne et donc il y a prochainement en Normandie, en fait ça va s'étendre à la Normandie avec un camion qui va sillonner toute la Normandie et là c'est une étude randomisée qui va bientôt être mise en place pour être sûr qu'au niveau coût et efficacité, ce Mammobobile dans toute la Normandie a un véritable intérêt. Mais la médecine itinérante, moi, je trouve que c'est une piste vraiment très intéressante. Pourquoi pas éventuellement envisager un camion, d'ailleurs, qui ferait à la fois dépistage cancer du sein, cancer du col et cancer du côlon. Et puis, la dernière piste qui me paraissait intéressante, c'est de développer l'accès à l'information. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a des patientes qui ne savent pas, des femmes qui ne savent pas qu'elles doivent se faire suivre régulièrement ou qui n'osent pas. Et je pense que là, les relais locaux sont primordiaux. Les relais locaux, ce sont les mairies, les lieux de rencontre, les pharmacies, les salles d'attente, des infirmières, des sages-femmes, des médecins généralistes. En tout cas, tout ce que là où la patiente, les femmes pourront trouver éventuellement une information qui nous permettrait, eux, en fait, de les interpeller en disant attention, là c'est vraiment important, le dépistage du cancer du col va démarrer, vous devez aller vous faire dépister, etc. Il faut informer les femmes de l'intérêt de la prévention, de la possibilité pour elles de libérer leur parole par rapport à leur sexualité, aux violences, informer les couples sur les nouvelles techniques de procréation, passer par les médecins généralistes, bien sûr les sages-femmes, les infirmières, proposer éventuellement des conférences. Et là encore, en Normandie, il y a un camion qui passe sur les marchés, parce qu'il disait que c'était beaucoup plus facile en fait de faire ça quand il fait beau sur les marchés, et qui délivre en fait des flyers avec une infirmière, une sage-femme, et en fait qui explique en quoi consiste le dépistage et le suivi gynécologique régulier. Voilà. Ce qui me paraît important, c'est qu'il faut proposer des solutions pérennes avec des intervenants fixes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer pour la gynécologie, vous ne pouvez pas changer d'intervenant tous les 3 mois. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre la patiente
et le médecin pour que la patiente ait envie d'aller revoir le médecin qu'elle aura consulté. La consultation de gynécologie, c'est une consultation très particulière. On est dans l'intimité de la vie d'une femme tout au long. On a des recueils de beaucoup de confidences et que si vous voulez que vraiment ce soit efficient, efficace et qu'on soit vraiment dans l'intérêt de la femme, il faut que ce soit aussi des intervenants fixes. Et puis ne pas non plus développer trop d'actions, parce que quand on démultiplie les actions, je pense qu'on les rend moins efficientes. Et il faut bien sûr tenir compte des disparités géographiques et des spécificités de chaque territoire. Et là, en fait, s'appuyer sur les ARS, les IRPS qui connaissent bien en fait le paysage médical et qui savent en fait ce qui leur correspond le mieux. Donc en conclusion, je dirais que toutes les femmes, quel que soit leur lieu d'habitation, leur milieu, doivent pouvoir bénéficier de consultations hyper spécialisées dans le domaine de la gynécologie, avec une nécessité d'équité dans l'accès aux soins. Chaque professionnel de santé a un rôle à jouer et nous devons nous articuler les uns aux autres par rapport à nos domaines de compétences pour l'intérêt des femmes. Ce que je demanderai en dernier, c'est que la fédération, et je remercie encore le professeur Isabelle Nison d'avoir placé la fédération. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est que la fédération qui représente la gynécologie médicale soit un interlocuteur permanent des décisions politiques concernant la santé des femmes, des couples, des enfants à naître. Puisque quand on s'occupe bien d'une femme, en fait, on s'occupe bien aussi du couple et on s'occupe bien aussi des enfants à naître, en demandant de pouvoir participer non pas aux discussions, mais de donner aussi un avis consensuel sur les documents de synthèse qui sont mis en place et qui conduiront à des lois et des décrets. Et puis, peut-être idéalement, dans un futur plus ou moins proche, se dire que ce qui se passe en France avec l'expertise de la gynécologie médicale, pourquoi pas aider à rendre cette spécialité de GM officielle et la diffuser dans les autres pays d'Europe, parce qu'on sait combien la gynécologie médicale a un intérêt sur la santé de la femme, avec tous les bénéfices qu'elle peut en apporter. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai un petit peu mis en exergue le cas des gynécologues obstétriciens. Et sur les chiffres, je peux vous dire qu'en 2019, la France a compté une baisse de plus de 8% en 8 ans des gynécologues obstétriciens, toutes spécialités confondues au sein de cette spécialité. Cette baisse globale s'est faite aux dépens du nombre de spécialistes médicaux, dont le rôle est d'assurer le suivi gynécologique des femmes tout au long de leur vie, comme on l'a dit à la dernière intervention, la précédente intervention, et qu'il y a aujourd'hui en France une densité de 3,7 gynécologues médicaux pour 100 000 femmes en âge de consulter. En revanche, le nombre de gynécologues obstétriciens qui, eux, sont spécialisés dans les actes chirurgicaux comme l'accouchement au CRES, avec une hausse de 36%. Malheureusement, la baisse du nombre de gynécologues médicaux va se poursuivre dans les années qui vont venir, et en raison du départ en retraite, puisque le nombre de jeunes diplômés ne permettra pas de compenser. Alors aujourd'hui, l'âge moyen des spécialistes médicaux est de 65 ans et on compte seulement 82 postes qui ont été ouverts aux ECN pour la rentrée 2020. Donc effectivement, tout cela va s'aggraver. Quant aux inégalités territoriales de leur installation, on peut dire que l'accès des femmes aux gynécologues médicaux est très inégalitaire selon les départements, avec 89 départements sur 101 qui comptent moins de la densité dont je vous ai parlé de 3,7 gynécologues pour 100 000 habitants, dont 26 départements ont moins d'un gynécologue médical pour 100 000, et l'Ardèche, par exemple, en est totalement dépourvue. Ces difficultés d'accès à ces soins touchent aussi bien les campagnes que les villes et viennent bien souvent s'agréger à d'autres fragilités territoriales, comme un accès difficile aux services publics, au commerce et même à une couverture numérique, mais ce qui épargne pourtant les départements hospitalo-universitaires, comme Paris bien sûr, la Gironde aussi et la Haute-Garonne. Toutefois, alors que le nombre de gynécologues obstétriciens cette fois augmente, les inégalités territoriales en termes de services hospitaliers peuvent également affecter les actes auxquels se consacrent ces spécialistes. Ainsi, selon l'adresse, la France métropolitaine comptait 1369 maternités en 1975 contre 518 en 2014. Si les fermetures de maternités sont un facteur supplémentaire d'inégalité dans l'accès aux soins pour les patientes, notamment pour le suivi de grossesse ou l'accès à l'IVG, elles ne sont pas nécessairement dues à l'absence de gynécologues obstétriciens. La décision peut être liée à la difficulté d'embaucher des anesthésistes réanimateurs indispensables ou d'autres professionnels de santé, ou à un nombre d'accouchements jugés insuffisant pour assurer la sécurité des patients. Alors, l'accès aux soins des femmes, j'ai fait quelques petits constats. Bien évidemment, tout le monde tend à dire que les habitants du rural vivent 2 ans de moins
que ceux des villes, et que l'importance de la proximité dans l'organisation du service de santé était extrêmement important, avec un éloignement rural qui joue partout et qui donne la preuve des inégalités territoriales en matière d'accès aux soins. À l'inverse, les zones de forte consommation de soins hospitaliers correspondent, sauf exception, aux zones urbaines et aux couloirs de circulation qui les relient. Alors, la cartographie des données suggère évidemment qu'il y a une forte corrélation avec l'absence de médecins traitants. Là où il n'y a pas de médecins libéraux qui dépistent et adressent le patient à l'hôpital, évidemment, moins de patients y vont. La santé de la femme, selon les données OMS, sont les suivantes. La santé des femmes et des filles, elle est bien sûr influencée par les différences biologiques qui sont liées au sexe, au genre et aux autres déterminants sociaux. Ainsi, on sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En 2016, leur espérance de vie mondiale à la naissance était de 74 ans pour les femmes et de 69,8 ans pour les hommes. Les femmes connaissent une morbidité plus importante et ont davantage recours aux services de soins de santé que les hommes, en particulier et en raison de leur spécificité biologique avec leurs besoins en santé reproductive. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les femmes. Parmi les cancers, ceux du col de l'utérus et du sein sont les plus fréquents et le cancer du poumon les plus meurtriers. La dépression, il faut le savoir, est plus fréquente chez les hommes que les femmes et les conduites auto-agressives, y compris le suicide, représentent la deuxième cause principale de décès chez les femmes âgées de 15 à 29 ans au niveau mondial en 2015. Les facteurs sociaux sont également importants parce qu'ils induisent des comportements de santé plus tempérants et une plus grande proximité avec le système de soins. Elles perçoivent leur santé de manière plus négative en général que les hommes et déclarent plus souvent des limitations fonctionnelles, vivent un plus grand nombre d'années avec des incapacités, sont plus souvent en situation d'isolement et restent un groupe marqué par des disparités et des inégalités. Ainsi, au cours de sa vie, une femme sur 3 dans le monde est susceptible de connaître des violences physiques et ou sexuelles. Chaque jour, environ 830 femmes meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Les femmes en particulier, les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, représentent la majorité des personnes vivant avec le VIH. Alors, depuis plusieurs années, évidemment, l'Atlas de la démographie médicale du Conseil national met en lumière l'aggravation de ces difficultés d'accès aux soins dans les territoires. Et la filière gynécologie n'échappe pas à cette réalité avec une forte baisse du nombre de praticiens libéraux dont le rôle est d'assurer le suivi gynécologique de toutes les femmes tout au long de leur vie. Toutefois, les impacts organisationnels d'accès aux soins dans l'exemple du parcours de soins appliqué à la périnatalité imposent quelques constats indépendants du facteur démographique médical. On peut noter le changement de comportement chez les femmes dans leur vie, avec les problématiques d'obésité, de tabac, d'alcool, de manque d'activité physique. On peut noter les déclarations de grossesse qui sont de plus en plus tardives, les difficultés psychosociales qui sont moins repérées, les difficultés à prendre en charge les patients psychiatriques, les offres des territoires qui sont inégalement réparties et bien évidemment l'attractivité de chaque territoire. Alors les solutions, le Conseil national de l'ordre montre bien par son atlas que les difficultés démographiques sont réelles et qu'il faut trouver des solutions en attendant que le nombre des professionnels de santé réaugmente. Alors le CNOM, afin d'y remédier, a apporté de nombreuses propositions dans le cadre de l'élaboration de la réforme du système de santé, en défendant notamment la réforme des études médicales, avec la professionnalisation précoce des jeunes médecins, la mise en place d'une organisation territoriale tenant compte des spécificités locales et incluant l'ensemble des acteurs. Mais il prône également le développement de l'attractivité de chaque territoire parce que, évidemment, c'est comme pour tout, lorsqu'il manque de médecins, il manque de tout, jusqu'à l'absence de couverture numérique qui devient indispensable afin de pouvoir bénéficier des moyens évolutifs d'installation et d'exercice. Alors, on peut parler du bus itinérant et évidemment, l'Ordre des médecins estime que cette médecine pourrait représenter une médecine foraine et parce qu'elle permet à un médecin, sans avoir à supporter le coût d'équipement de divers lieux d'activité, d'aller au-devant de la population dans une unité mobile. Pour le Conseil national, il s'agit simplement d'un outil qui doit pourtant s'intégrer dans un projet de territoire et qui doit être discuté et organisé au niveau local en fonction de l'offre de soins disponible, en concertation avec les professionnels de santé du territoire et dans l'intérêt des patients. Pour ce qui est de la mise en place, pour ce qui est des moyens d'organisation et des outils, évidemment, l'épidémie nous a fait exploser la téléconsultation. Et le Conseil national estime que c'est un outil, évidemment, entre le médecin et le patient. Il ne faut pas le confondre avec la téléexpertise qui permet au médecin d'avoir un avis expert avec ses confrères spécialistes à distance. Cette téléconsultation, c'est aussi un outil
qui doit être porté également par un médecin du territoire, dont les conditions de réalisation de prise en charge ainsi que les tarifs qu'ils encadrent ont été définis doivent être respectés. Le déploiement de cet outil a été fulgurant durant le confinement lié à l'épidémie et a apporté énormément d'aide à l'accès aux soins. Mais aujourd'hui, il est à l'origine de dérives qui sont parfois difficiles à contrôler, avec notamment le développement de sites et autres plateformes vantant l'accès à des services immédiats, 24 heures sur 24, donnant un aspect commercial à l'exercice médical, malgré les cadres imposés de son utilisation, et l'ordre est extrêmement vigilant à cette bonne utilisation. Pour ce qui est de ce qui a été envisagé par le plan Ma Santé 2022, avec l'organisation de soins dans les territoires, il faut parler des maisons de santé pluridisciplinaires qui offrent un exercice pluridisciplinaire dans un même lieu d'exercice, qui se fait un regroupement juridique sous une nouvelle forme de société que sont les CISA, qui ont un cahier des charges qui sont à remplir pour obtenir une labellisation et un financement par l'ARS. Il faut savoir que ces MSP, comme on les appelle, sont devenus maintenant l'outil de travail plébiscité par les jeunes professionnels de santé pour s'installer dans les territoires. Il faut donc aider à les développer. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est la maîtrise de stage. On n'en a pas parlé, mais il faut savoir que c'est le vivier de l'installation. En effet, l'interne ou l'externe qui vient en stage souvent revient remplacer, et ces remplacements sont souvent le sujet d'une installation sur le médecin maître de stage qui part en retraite. Il faut donc développer cette maîtrise de stage, et c'est un investissement qui est très important dans les territoires ruraux, avec les aides financières ou au logement des départements données par les départements et les communes, avec la mise en place de permanences d'accueil à l'installation entre tous les acteurs de santé des territoires, et avec la coordination entre ceux-ci, afin de développer de façon spécifique aux particularités de leur territoire une plus grande attractivité d'exercice pour les professionnels de santé. On peut évidemment parler des CPTS, c'est les coordinations de parcours de santé entre professionnels, qui s'inscrivent dans un maillage du territoire avec des protocoles de coordination, et qui a été proposé dans le projet de Ma Santé 2022, afin de promouvoir 1000 CPTS en France. Le Conseil national a eu une réunion avec la DGOS le 14 janvier 2021, et la DGOS nous a précisé que le travail de recensement de ces CPTS était en cours, et qu'aujourd'hui, on pouvait annoncer qu'il y avait 578 projets de CPTS qui ont été recensés, mais il y en a au moins 2000 qui sont en cours d'élaboration. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'elles n'ont pas de définition stricte de ces CPTS. Ce ne sont pas des effecteurs de soins. Ce sont des communautés professionnelles territoriales de santé qui constituent un mode d'organisation à la main des professionnels de santé qui vise à renforcer leur coordination dans un cadre populationnel sur leur territoire et au service d'une prise en charge plus intégrée. Voilà ce que je pense le Conseil national voulait dire. Il est bien évidemment à la disposition de tous pour une concertation sur les modalités d'exercice et de modification pour que les femmes soient mieux prises en charge. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous remercie, docteur Claire Siret. Et je passe immédiatement la parole à Anne-Marie Curat et Catherine Linares-Trappé qui interviennent pour l'Ordre des sages-femmes. À vous, mesdames. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Madame la Présidente. Je voulais tout d'abord aussi remercier la délégation aux droits des femmes du Sénat pour l'organisation de cette table ronde sur un sujet d'une importance cruciale pour la santé des femmes. Je suis Anne-Marie Curat, donc présidente du Conseil de l'Ordre national des sages-femmes, et j'ai exercé en tant que sage-femme en hôpital public pendant 40 ans. Dans un monde où le droit des femmes ne sont jamais acquis, nous devons tous et toutes être mobilisés chaque jour pour la protection de ces derniers. Ce combat historique est toujours d'actualité pour défendre le droit des femmes, l'accès aux soins et la liberté de disposer de leur corps. Aujourd'hui, garantir les droits sexuels et reproductifs est indispensable à l'autonomie des femmes et à leur émancipation, ainsi qu'à l'égalité entre les femmes et les hommes. Tout d'abord, je reviendrai sur quelques constats qui illustrent les inégalités territoriales de santé auxquelles les femmes sont confrontées. Il s'agit de l'orthogénie, comme l'a dit le professeur Nizan aussi. Donc, en 2017, en France, 78,5% des IVG ont été pratiquées en établissement hospitalier et plus de 19% en cabinet libéral et environ 2,2% en centre de santé ou en centre de planification et d'éducation familiale.
L'accès effectif à l'IVG dépend donc en grande partie de la carte hospitalière, notamment dans les zones rurales. Le Haut Conseil à l'égalité notait dans son rapport de 2013 consacré à l'accès à l'IVG que les femmes ayant eu recours à une IVG étaient en moyenne à 30 minutes de l'établissement de prise en charge, mais que ce chiffre masquait de fortes disparités. Parmi les facteurs, le Haut Conseil soulignait l'impact des restructurations hospitalières, la fermeture d'hôpitaux de proximité et en particulier des maternités. Depuis les années 70, le nombre des maternités a été divisé par 3 de façon continue. Ainsi, je le rappelle, il y avait 814 maternités en 1996, 593 en 2005 et 512 en 2016. Pour conserver le maillage territorial de l'offre de soins, certaines maternités ont été remplacées par des centres de périnatalité de proximité. Mais ces structures ont aujourd'hui des fonctionnements et des missions très variées. Aussi, une redéfinition et une restructuration de cette offre de soins annoncée par le ministre est attendue et indispensable. On assiste aujourd'hui à une raréfaction de l'offre médicale et à des disparités territoriales qui contraignent certaines parturientes à parcourir de longues distances pour accéder aux soins et en amènent d'autres à renoncer à leur suivi gynécologique. L'engagement maternité avait été annoncé par l'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d'une maternité. Si aujourd'hui cet engagement a du mal à prendre corps, il doit devenir une réalité dans chaque territoire, peu importe la distance avec la maternité. Pour cela, il doit être construit par l'ensemble des acteurs du territoire et être présent dans le projet de territoire de santé. Les sages-femmes constituent une référence de santé, de la santé génésique, avec un champ d'action global et des compétences adaptées au suivi des femmes en bonne santé. Les sages-femmes accompagnent par essence les femmes dans leur grossesse, quelle qu'en soit l'issue. Mais la profession de sage-femme a muté pour suivre les évolutions et répondre aux besoins des femmes. Dans le domaine de la prévention et plus particulièrement dans le domaine de la santé génésique des femmes, les sages-femmes assurent le suivi gynécologique des femmes en bonne santé et prescrivent la contraception depuis la loi HPST de 2009. Elles participent également, aux côtés des médecins et des gynécologues, au dépistage organisé du cancer du sein et du col de l'utérus. Depuis environ 6-7 ans, les sages-femmes se sont véritablement emparées de cette compétence en matière de suivi gynécologique de prévention. Auparavant, elles rencontraient des difficultés liées à l'invisibilité de la profession dans ce domaine et au manque de communication et d'information auprès de la population sur leurs compétences médicales. Si les sages-femmes sont les professionnels du suivi physiologique de la femme, elles peuvent également prescrire et pratiquer l'IVG médicamenteuse depuis la loi de santé de janvier 2016, œuvrant au quotidien pour garantir l'accès à ce droit. C'est désormais un acteur incontournable de la politique de santé publique et de la promotion de la santé. La démographie des sages-femmes a suivi le développement de leurs compétences pour répondre à la mutation de l'offre de soins. Les sages-femmes sont devenues une véritable porte d'entrée des femmes dans le système de soins lié à la santé génésique. Le nombre de sages-femmes est en hausse constant et parallèlement, cette démographie a également suivi le virage ambulatoire du système de santé. Les sages-femmes permettent d'assurer aux femmes une offre de soins pérennes et de remédier aux déserts médicaux. Le nombre de sages-femmes est ainsi en augmentation constante depuis 50 ans. Si on revient en 1974, nous étions 8000 sages-femmes et aujourd'hui, en 2021, 24 000 sages-femmes en activité. Le secteur libéral connaît un dynamisme prononcé, suivant en cela le virage ambulatoire. Il y a eu une première augmentation de 2000 à 2010. Le nombre des sages-femmes libérales a cru de 6,7% par an en moyenne. Et depuis 2011, il y avait 3412 sages-femmes qui exerçaient en libéral ou en exercice mixte. En 2018, elles sont plus du double, c'est-à-dire 7065 sages-femmes. En 2021, il y a plus d'une sage-femme qui exerce en libéral, c'est-à-dire soit 35% de la population.
Et sur ces 35% de sages-femmes libérales, il y a un tiers qui ont un exercice mixte, hospitalier et libéral. Le virage ambulatoire est une opportunité de santé publique car il permet de garantir une offre de soins dense aux femmes et de répondre à leurs besoins, grâce notamment au rôle exercé par les sages-femmes dans ce cadre. Je rejoins un certain nombre de points qui ont été évoqués par les autres professionnels de santé, bien sûr. Je vais revenir un petit peu sur ce contexte de la ruralité que je connais, puisque j'exerce aussi en milieu rural. Alors, bien sûr, on note une désertification médicale plus ou moins marquée selon les zones, mais surtout une désertification de spécialistes. On l'a dit, les gynécos, mais aussi les pédiatres. Quelquefois, c'est une difficulté pour les jeunes mamans de retrouver un pédiatre rapidement. On a bien sûr l'éloignement des centres hospitaliers et aussi de centres de santé gratuits type PMI. Un problème de la mobilité de ces femmes qui, quelquefois, selon l'âge, n'ont pas le permis de conduire, ou du moins si elles l'ont, il y a quelquefois un seul véhicule dans la famille et ce véhicule est utilisé par le conjoint pour aller travailler. Et donc, ces femmes se retrouvent, entre guillemets, un petit peu coincées et avec une difficulté d'accès aux soins parce qu'en plus, nous n'avons pas la facilité des transports en commun que connaissent les grandes villes. Alors, dans le rapport Hubertine-Auclair, récemment, il est noté qu'une personne est considérée éloignée d'un service de santé de proximité dès lors qu'elle habite à plus de 20 minutes de celui-ci, et c'est souvent ce qu'on retrouve à minima dans les ruralités. Alors, l'avantage du pharmacien, c'est d'être un acteur de santé de premier recours, d'être la porte d'entrée dans le système de soins. Et notre objectif en tant que pharmacien, c'est de garantir l'accès aux soins, d'assurer la continuité des offres de soins et d'orienter le patient dans son parcours de soins. Le pharmacien ne peut pas tout prendre en charge, fort heureusement, mais il est là aussi pour savoir orienter ces femmes dans la demande, dans une difficulté d'orientation et de savoir vers qui les adresser selon les urgences. Alors, quelques mots de démographie pharmaceutique. Nous avons à peu près, plus de 20 000 pharmacies installées en France. On compte 32 officines pour 100 000 habitants. Donc, on peut dire qu'on n'a pas de problème d'accès aux officines grâce à une répartition homogène. Et ce maillage territorial fait du pharmacien un acteur spécifique dans les territoires éloignés. Il faut noter que plus d'un tiers des officines sont installées dans des communes de moins de 5 000 habitants. Et un rapport de la Direction de la recherche des évaluations et statistiques, l'adresse, montre que les pharmaciens figurent parmi les professionnels de santé les mieux répartis sur le territoire national. En 2018, 3 communes sur 10 étaient dotées d'une ou plusieurs pharmacies. La distance en moyenne à la pharmacie la plus proche pour l'ensemble des communes est de 3,8 km, y compris les communes avec une pharmacie, et cette moyenne est de 5 km s'il n'y a pas de pharmacie dans la commune. 90% des communes bénéficient d'une pharmacie à moins de 7 km et 66% à moins de 5 km. Pour information aussi, le nombre de laboratoires de biologie médicale pour 100 000 habitants est de 7,1. Enfin, je ne reviendrai pas dessus parce que ça a été très évoqué précédemment. Il y a aussi une augmentation de l'exercice coordonné et de travail en inter et en pluriprofessionnel via les maisons de santé professionnelles ou les CPTS qui sont en augmentation, et on ne peut que se féliciter de ce nouveau moyen aussi d'exercice. Alors, je reviendrai sur les périodes charnières, comme ça a été dit précédemment, où les besoins en santé des femmes à différentes périodes de leur vie et ces besoins pour lesquels les pharmaciens sont fréquemment sollicités. Si on commence à l'adolescence, on a les demandes sur les vaccinations, notamment la vaccination contre le papillomavirus et la vaccination HPV que l'on doit promouvoir, la contraception d'urgence, pour laquelle le pharmacien est très sollicité, la contraception régulière aussi, et puis l'information sur les infections sexuellement transmissibles, parce que nos jeunes pensent que la pilule les protège de tout. Or, on se doit d'expliquer aussi toutes ces infections sexuellement transmissibles, notamment sida, hépatite, entre autres. J'avance en âge et la femme jeune, avec son suivi gynécologique, la contraception, l'accompagnement des traitements de stérilité pour lesquels elles ont besoin d'explications parce que ce sont des traitements qui nécessitent une grande précision dans leur suivi.
L'accompagnement de suivi de grossesse, là on est aidé par les biologistes pour les examens obligatoires et on a tout un travail d'explication dans ces suivis de grossesse en ce qui concerne la prévention, l'arrêt du tabac, de l'alcool, toute la surveillance de l'automédication et les pharmaciens ne peuvent que s'enorgueillir, on va dire, du dossier pharmaceutique qui est mis à disposition. Actuellement, nous avons plus de 38 millions de dossiers pharmaceutiques qui sont actifs, donc qui nous permettent d'avoir une connaissance des traitements qui sont consommés par les patientes. Accompagnement des grossesses à risque, avec toute la discussion que nous devons avoir avec nos patientes, les diabètes gestationnels, l'hypertension artérielle par exemple, l'accompagnement sur la vaccination antigrippale de la femme enceinte ou le problème de l'alimentation. Et puis ensuite, nous avons tout ce qui concerne l'accouchement et le suivi de périnatalité, le suivi du postpartum, de la mère, de l'allaitement, les questions qui se posent, allaitement naturel, artificiel, la contraception en post-accouchement, et puis le suivi du nourrisson, alimentation, toute la discussion et les questionnements que nous avons autour des 11 vaccins obligatoires chez l'enfant, pour lesquels nous avons un rôle à jouer. Et puis alors ensuite, la femme mature, avec tout le suivi, vous l'avez dit, de la prévention des cancers. Nous faisons le relais d'Octobre Rose et la prévention du cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, avec en relais, bien sûr, les pharmaciens biologistes. Et puis le suivi gynécologique avec les traitements hormonosubstitutifs et la prise en charge de la ménopause, la prévention de l'ostéoporose, voire la prévention des chutes. Pour tout ça, les pharmaciens ont à leur disposition des outils de communication à type d'affiches ou à type de documents que l'on peut remettre à nos patientes grâce au CESPharm, le comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française, qui est une émanation de l'ordre. J'insiste beaucoup sur ces documents qui ont une importance et qui sont le témoin d'informations des autorités de santé, parce que beaucoup de femmes, entre autres, ont beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur les forums, qui sont très délétères dans l'information qu'elles peuvent recevoir, et nous devons régulièrement lutter contre ces fausses informations qu'elles reçoivent sur ces réseaux. Alors, pour conclure, je dirais que le pharmacien est un acteur de proximité, un acteur de premier recours. Les pharmaciens sont bien répartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons une accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes disponibles sans rendez-vous. Nous disposons pour la plupart d'espaces de confidentialité pour recevoir nos patientes. Nous avons de la chance parce que nous avons la confiance aussi des patients dans leurs pharmaciens. C'est quand même pas négligeable. Et nous avons un contact fréquent avec des femmes malades, soit, mais aussi des femmes bien portantes qui à tout moment, peuvent avoir besoin de renseignements sur leur santé ou celle de leurs proches. L'intérêt du milieu rural et d'exercer en milieu rural, c'est que nous avons une connaissance peut-être plus approfondie qu'en ville sur les patientes, mais aussi leur milieu social, sur la famille, sur les difficultés de vie, quelquefois du chômage, quelquefois des séparations, des naissances, des décès, et nous connaissons peut-être beaucoup plus précisément ces familles. Nous connaissons les traitements qui sont pris par ces patientes avec le dossier pharmaceutique, encore une fois. Nous sommes impliqués beaucoup dans la prévention primaire, dans le dépistage, et encore une fois, nous avons un rôle dans l'orientation dans le système de soins pour savoir vers qui orienter nos patientes, vers des médecins, vers des systèmes d'urgence, vers des sages-femmes. Et je dois dire qu'à titre personnel, je suis ravie d'avoir autour de moi des sages-femmes en libéral parce que ça nous aide beaucoup pour l'orientation de ces femmes. Je le disais, le rôle social du pharmacien qui est important. Alors, on l'a évoqué avec les violences faites aux femmes. Je ne reviens pas dessus puisque ça fera l'objet, bien sûr, bientôt d'une nouvelle audition. Nous sommes les relais de messages de santé publique et nous tenons beaucoup à être ce relais-là pour avoir des messages qui soient assurés de leur importance et de leur fiabilité. On le voit actuellement dans la Covid avec beaucoup de messages qui sont diffusés et les professionnels de santé se doivent être des relais d'information d'importance et validés.
selon les territoires, des maisons de santé pluriprofessionnelles, des CPTS qui permettent l'échange interprofessionnel, de travailler en collaboration avec des médecins, avec des sages-femmes, avec des infirmiers, puisque l'heure n'est plus à travailler chacun en silo, mais vraiment en interpro et à communiquer les uns avec les autres. Et ce travail en maison de santé permet depuis quelque temps la possibilité pour les pharmaciens notamment de faire de la dispensation sous protocole. Alors c'est très cadré, mais pour certaines pathologies comme la prise en charge de la cystite chez la femme ou de la varicelle chez l'enfant, mais cela dans le cadre d'un exercice coordonné. Cela a été dit aussi, la possibilité de télésoins, de téléconsultation. La situation sanitaire Covid a montré que ça a renforcé cet exercice, ça a accéléré des dispositifs, notamment comme l'accès à l'IVG médicamenteuse. Alors, est-ce que c'est une méthodologie à pérenniser ? Ça pourrait l'être, on peut se poser la question puisque ça a été quand même assez utilisé. Je pense qu'il faut aussi que l'on prône l'accès à la messagerie sécurisée pour qu'on puisse communiquer entre professionnels avec une messagerie qui permette une sécurisation de transmission des données. Donc pour l'avenir et l'exercice pharmaceutique, on pourrait peut-être imaginer que nous pourrions avoir des entretiens pharmaceutiques avec des patientes à différents âges ou à différents moments charnières de la vie, l'adolescence, la nécessité d'une contraception chez la jeune fille qui peut-être demande trop souvent une contraception d'urgence pour l'orienter dans le système de soins. Peut-être que le pharmacien pourrait proposer en première intention une contraception microprogestative en attente de rendez-vous médical avec une sage-femme ou avec un médecin. Peut-être étendre la vaccination par le pharmacien à certains rappels de vaccins chez l'adulte, voire la vaccination HPV. Et peut-être on pourrait imaginer que ça fasse l'objet d'expérimentations dans certains territoires pour voir comment cela peut se passer en coordination avec l'ensemble des professionnels de santé. Et pour terminer, je dirais que l'objectif du pharmacien, c'est à chaque fois d'avoir du bon sens et de voir comment prendre en charge ces patientes qui sont bien souvent, vous l'avez évoqué aussi, dans la méconnaissance de ce qu'elles peuvent, des professionnels qu'elles peuvent consulter. Et il est vrai que beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles peuvent s'adresser à une sage-femme. On voit souvent le côté sage-femme comme étant la personne que l'on va voir au moment de l'accouchement, mais ni avant ni après. Et avec le rôle aussi de la sage-femme dans le cocooning et la prise en charge du nourrisson ou peut-être de l'entourage, notamment dans les cas de vaccination, d'arrêt de tabac, etc. Donc on a encore tous une communication à faire en ce sens et dire qu'on est tous ensemble pour une prise en charge améliorée de ces femmes qui ont besoin de nous et encore plus en milieu rural. Je vous remercie. En matière de vie active, avec une féminisation croissante de la profession agricole, même si les femmes ne représentent que 25% des agriculteurs, soit une femme sur 4, il reste beaucoup à faire en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Donc, le détail des chiffres sera également transmis à la délégation, mais nous avons constaté que les femmes salariées agricoles étaient en 2016 davantage concernées par les TMS, avec 3,6 maladies pour 1000 affiliés contre 2,6 maladies chez les hommes. Elles sont en revanche moins concernées par les accidents du travail impliquant un arrêt que les hommes, y compris pour les accidents graves. Il faut dire que le matériel agricole est parfois peu adapté au gabarit et à la force des femmes. Donc celles-ci rencontrent ainsi plus de pénibilité pour, par exemple, monter dans un tracteur alors que les marches sont très hautes ou les commandes très éloignées. Le port de charges lourdes, c'est également une difficulté. Les seaux, manipuler l'alimentation pour le bétail. Et puis le travail de force, bien sûr, avec la contention, les réparations, sans compter la répétitivité des mouvements, comme par exemple la traite des vaches, ou carrément l'exposition aux vibrations ou au bruit. Donc malgré ces écueils, rappelons que d'importants progrès ont été réalisés ces 50 dernières années pour améliorer l'ergonomie des outils et des matériels agricoles.
permettant ainsi une meilleure accessibilité des femmes à la profession agricole. Les services santé-sécurité au travail des caisses de MSA travaillent quotidiennement avec, d'une part, les salariés, les non-salariés agricoles, pour diminuer les risques professionnels, mais d'autre part aussi avec les concepteurs pour améliorer le confort d'usage de leurs outils. Comment ensuite ne pas évoquer le congé maternité des agricultrices, dont la durée minimale a été allongée de 2 à 8 semaines par la FSS 2019, avec la possibilité pour celles qui le peuvent de se faire remplacer, de prétendre à des indemnités alignées sur les indépendantes. C'est une promesse de campagne du président de la République dont nous pouvons nous féliciter puisqu'elle permet d'améliorer la santé des femmes et des enfants. À noter, pour l'année 2019, 991 non-salariés agricoles et 12 063 salariés ont été indemnisés au titre de la maternité. Donc sur la maternité, encore je précise que le régime agricole contribue pleinement au dispositif Prado qui permet un retour à domicile avec l'accompagnement d'une sage-femme entièrement prise en charge par la MSA. Puis j'ajoute également que les fonds d'ASS, donc d'Action sanitaire et sociale des caisses de MSA, financent des séjours vacances qui participent au mieux-être des familles et renforcent l'estime de soi et donc l'amélioration de l'état de santé, parce que ces séjours apportent du répit aux familles et notamment aux femmes avec l'allègement de la charge mentale et parentale. Première chose, évidemment, on connaît les deux problèmes. On a deux problèmes. D'abord, on a un manque de moyens et il faudrait très vite éclaircir, alors est-ce que ça doit être par la loi peut-être, le qui fait quoi. On a un problème de moyens, on le sait, on a un problème de moyens humains. On a un problème de manque de professionnels de santé, on en connaît bien les causes. On écrase, on diminue même les numerus clausus dans les années 90, alors que dans cette même période, la France va passer de 54 millions d'habitants à 67 millions d'habitants, avec évidemment un quatrième âge qui s'est développé, un quatrième âge en milieu rural qui s'est énormément développé, qui vit plus longtemps et qui évidemment est très exigeant en demande de besoins de santé. C'est une des difficultés des médecins généralistes en milieu rural sur le plan chronophage. Donc un manque de professionnels de santé, ça chacun a fait le constat. À un moment donné, comment prend-on les décisions politiques qui font qu'on va à un moment donné retrouver le nombre de professionnels de santé suffisant. Le président de la République a effectivement fait supprimer le numerus clausus à la fin du concours de première année de médecine. C'est une bonne chose. On imaginez le nombre d'étudiants en médecine motivés qu'on a sacrifiés avec le numerus clausus entre 1980 et 2017. Mais il n'y a pas que les étudiants en médecine qu'il faut évidemment penser et flécher. Je pense aux étudiants en kinésithérapie, insuffisants. Et donc, quand est-ce qu'on décide d'en bouger les quotas? Insuffisant aussi le nombre d'orthophonistes. Et aujourd'hui, la réponse en orthophoniste est la première réponse urgente après un AVC. Et donc, il faut, là encore, s'interroger sur quel est le plan en France pour que d'ici 2030, nous ayons assez de professionnels de santé partout. Moi, je rejoins évidemment tout de suite, parce qu'il faut le dire à un moment donné de notre matinée, je rejoins bien évidemment le professeur Nizan sur le... on ne va pas imposer. Je crois que le pas de contrainte d'installation, c'est évident. Ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à un jeune médecin d'aller s'installer à Romorantin pendant tant de temps. S'il n'en a pas envie, il ne fera pas son exercice professionnel, aussi sympathique soit la Sologne, de la façon la plus adaptée possible. Par contre, qu'à un moment donné, on plafonne des installations, et c'est le cas des pharmacies depuis la loi de 1941, qu'on plafonne des installations par département si c'est le niveau de pertinence, je crois que
Ça peut être un des sujets de réflexion que l'on peut avoir sur le nombre de professionnels de santé qu'il faut par territoire avoir. Je vous rappelle aussi quand même, parce qu'on a parlé des hôpitaux, des centres hospitaliers, ça vaudrait le coup d'ailleurs d'en faire l'évaluation à un moment donné. Dans la loi hôpital, patient, santé, territoire d'août 2009, si je me souviens bien, portée par mon excellente consoeur Roselyne Bachelot, il y a décrit une garantie d'avoir un centre hospitalier à moins d'1 heure de tout habitant dans ce pays. J'aimerais bien qu'on puisse d'ailleurs le vérifier. Alors, manque de moyens humains, c'est certain. Manque de moyens financiers, oui. C'est là que ça fait le lien avec le qui fait quoi. Parce que, par exemple, beaucoup d'initiatives de bus, et moi je salue ces initiatives qui ont parfois été portées par des collectivités, parce qu'on sait très bien que les agences régionales de santé, maintenant, ne mettent plus de moyens. Il n'y a plus de consultations itinérantes, par exemple, en matière psy, parce que les ARS ont coupé les vivres à un moment donné. Mais le qui fait quoi? Vous savez qu'en France, la compétence santé n'est pas distribuée. On a un code de santé publique, heureusement. On a une autorité de santé publique. Les ARS, il y a sans doute beaucoup à dire sur les ARS, mais le contrôle... Je prends l'exemple que je connais le mieux, une inspection de la pharmacie, elle ne peut dépendre que d'une ARS, elle ne va pas dépendre d'une collectivité. Parce qu'on a parlé beaucoup de transfert d'ARS éventuellement vers les conseils régionaux. Il y a quand même une autorité de santé publique qui doit rester, à un moment donné, maître de l'organisation de santé en France. Mais le qui fait quoi est malheureusement pas défini en matière de santé. Et donc, tant que ça ne sera pas défini, c'est qui paye quoi? Toujours la même question. Alors, les communautés de communes ont pris des initiatives sur des maisons de santé pluridisciplinaires. Les départements ont pris des initiatives. Tant mieux. Mais par exemple, pour avoir porté dans le département dont j'étais le président encore il y a quelques semaines, un bus de consultation bucco-dentaire, c'est le coût est de 100 000 € rien que dans le fonctionnement, parce qu'il faut effectivement un praticien, ça c'est certain, du matériel, ça c'est certain, mais il faut aussi un chauffeur, il faut l'entretenir. Et donc, c'est le problème de la mobilité du milieu rural, c'est comment on amène l'offre de santé, l'accès aux soins. Ce sont nos priorités, ça a été dit par quasiment tous les intervenants, l'offre de santé et l'accès aux soins partout. Alors, on a des choses qui fonctionnent. On a un maillage qui fonctionne, et donc c'est peut-être là-dessus qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on peut s'appuyer. Les PMI, alors ça, on sait que les PMI relèvent des conseils départementaux. Moi, je crois beaucoup au réseau des sages-femmes et maïeuticiens. Alors, je rajoute et maïeuticiens parce que nous sommes dans la délégation égalité hommes-femmes, Madame la Présidente, et il y a maintenant des hommes qui pratiquent, et donc... je ne sais pas si l'ordre a changé sa définition, et c'est l'ordre des sages-femmes, mais il y a aussi des hommes qui pratiquent. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'on développe ce réseau de sages-femmes et maïeuticiens en libéral, parce que c'est une vraie chance. Or, on en voit peu sur les territoires, et on en fait, je pense, pas suffisamment la promotion. On a un outil qui est très fort. En tout cas, là encore, pardon de prendre l'exemple que je connaisse, mais quand je présidais le département de la Vienne, en ce qui concerne des collèges, nous avions mis des infirmières partout. Dans les collèges, nous avons affaire à la tranche 11-15 ans. Et évidemment, c'est une tranche particulière, notamment chez les collégiennes. Et là, il faut donner dans les collèges, partout sur le territoire, en hyper-ruralité, en montagne, parce qu'il y a des collèges partout, les moyens d'avoir des portes d'accès aux questions de santé. Et je pense que dans les collèges, les infirmières, il y a une confiance, il y a une proximité, il y a une liberté de parole. Là, on a une vraie chance. Et puis, pardon d'insister sur les pharmacies, sujet où je travaille toujours depuis une trentaine d'années en milieu rural, mais on a un maillage des pharmacies par la loi de 41. Alors, juste pour la petite histoire, vous savez qu'il n'y a que deux lois de l'État français
vichistes que nous condamnons tous, évidemment, qui ont été maintenues, c'est celle qui permet les licences 4 dans les bistrots et celle des licences des pharmacies. Alors, ça n'a aucun lien, à part que nous vendons de l'alcool dans les deux cas, mais cette loi-là a permis de maintenir un réseau d'officines partout. Même s'il y a aujourd'hui des tentations d'écraser des licences. Et là, je crois qu'il faut, c'était d'ailleurs notre collègue Marie-Pierre Richer de l'Indre est intervenue hier en question d'actualité. Vous savez que quand une officine est dépourvue de pharmaciens, eh bien, elle est automatiquement fermée et au bout de 72 heures, et sa licence est écrasée aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai drame pour les territoires ruraux, parce qu'ils perdent sans doute le dernier pont de santé qui existe. Et là encore, dans les propositions que nous ferons, parce que c'est un outil utile à la santé des femmes, ne jamais écraser une licence de pharmacie, toujours essayer de trouver. Il faut que les pharmacies aient les moyens d'être les acteurs de santé autres que dans la dispensation de médicaments. Alors, là encore, ça a été évoqué, une pièce de confidentialité, une pièce technique, c'est essentiel. Vaccination, on est capable de tout faire. Voilà, je ne vois pas pourquoi on se limite aujourd'hui au vaccin grippe. Vacciner est évidemment un sujet sur lequel un pharmacien va pouvoir sans problème démultiplier un certain nombre d'actes pour apporter des réponses de santé. Voilà les quelques sujets. Il y a la question de la téléconsultation qui est un vrai sujet. Moi, je ne suis pas un défenseur des télécabines parce que il faut à un moment donné qu'il y ait l'humain dans un échange de souffrance ou de problèmes de santé, parce que des fois, évidemment, la discussion, mais la téléconsultation, et que, voilà, qui est un pharmacien peut être formé, une sage-femme peut être formée à mettre un lecteur d'échographe avec derrière, à distance, grâce au numérique, un spécialiste de l'échographie qui peut guider et qui peut apporter une réponse. Voilà quelques pistes, mais il faut se poser la question évidemment des moyens et du qui fait quoi pour apporter des réponses. Pardon d'avoir été très long, Madame la Présidente. Merci, chers collègues rapporteurs. Alors, voilà, on a quelques inscriptions, si vous pouvez être concis également, et poser des questions extrêmement précises pour que nos interlocuteurs puissent vous répondre. Donc, je vais passer la parole à Marie-Pierre Monnier. Merci, Madame la Présidente. Merci. Moi, j'ai envie de dire rapidement en introduction que les différentes auditions que nous avons eues aujourd'hui confirment toutes les craintes que nous avons eues. Et je trouve que nous avons une sacrée mission dans ce rapport. C'est vraiment d'alerter et d'être force de proposition. Parce que force est de constater, à travers ce que nous avez dit, que les femmes ne bénéficient pas d'équité de soins sur certains territoires français. Et je trouve ça très inquiétant. On s'en doutait, chacun sur son territoire quand on est un territoire rural, mais vous l'avez mis à jour. Et je pense qu'il faut vraiment trouver des solutions, et je dirais rapidement, parce que vous l'avez démontré, il y a des conséquences graves sur la santé des femmes. Notre collègue vient d'évoquer le rôle des pharmaciens, ça en est une de piste. Moi, j'ai envie de dire, on est parlementaire. Il faut donner les moyens aux professionnels de santé, il faut donner vraiment les moyens, et je dirais c'est presque au PLF que cela se joue, c'est-à-dire projet de loi de finances de la France, pour que n'importe où en France, on puisse se soigner. Et je trouve vraiment très alarmant les constats que nous avons faits aujourd'hui. Oui, il y a des déserts médicaux, on le sait. Les médecins généralistes ou spécialistes ne vont pas parfois dans des territoires très ruraux. Quand le professeur Israël Nizan disait tout à l'heure qu'il y avait 90% de cas où il faut plus de 45 minutes pour aller à une maternité, bien évidemment, c'est pas quand on habite Paris, Lyon ou Marseille, et ça va être toujours là encore des territoires ruraux et hyper-ruraux qui vont être stigmatisés. Moi, je crois que ce qui ressort des auditions, c'est qu'il faut aller vers les femmes. Il faut donner une information aux femmes quand j'entends qu'elles ne savent encore pas vraiment tout ce qu'il peut y avoir à faire en termes de prévention. Mais je trouve que c'est très grave aujourd'hui que la situation elle soit comme ça en 2021. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à ce que, oui, l'information est là, et vous avez parlé de bus, il faut se déplacer parce que c'est ce qui ressort des auditions. Et il faut qu'il y ait des médecins qui aillent auprès des femmes. Vous avez parlé de bus, le professeur Ismaël a parlé de centres
prénatale de proximité. D'autres ont dit qu'il fallait inciter les médecins. Moi, je serais coercitive parfois. Et j'estime qu'un médecin qui a passé 10 ans à faire des études payées par l'État pourrait passer 3 années dans ses premières années d'installation où on l'oblige à aller dans des territoires qui sont sous-dotés, où il n'y a pas d'offre de soins. Voilà, je le dis carrément parce que je l'ai soutenu à l'occasion de différents textes. Ceci dit, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je suis sûre que d'autres auront d'autres choses à dire. Je voudrais revenir sur 2-3 choses. D'abord, en Drôme, nous avons une multiplication de contrats locaux conclus entre l'ARS et les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales à partir d'un diagnostic établi de façon concertée et ils apparaissent comme de bons outils pour coordonner davantage les interventions des différents acteurs locaux de santé sur le territoire et apporter des réponses au plus près du terrain pour les problématiques spécifiques qui se posent, par exemple, concernant la prise en charge des femmes rencontrées dans certains territoires, notamment ruraux. Est-ce que vous avez déjà, pour votre part, été sollicité dans ce cadre? Et si oui, quel est votre retour d'expérience? Un petit clin d'œil à mon collègue pharmacien également, et à ceux qui ont parlé de ce que faisaient les pharmaciens. Moi, j'ai récemment participé à une opération avec les gendarmes sur la remise de sachets de pharmacie sur lesquels sont inscrits les numéros d'urgence que les femmes peuvent solliciter en cas de violence. Et c'est vrai qu'ils ont un rôle important aussi. Et puis, ça a été brièvement abordé, mais peut-être pas vraiment, santé mentale, dont la prise en charge, là aussi, ne doit pas s'arrêter aux portes des villes. Et l'OMS a constaté que les femmes étaient plus susceptibles de souffrir de dépression que les hommes. Ça a été un petit peu abordé, mais considérez-vous à votre échelle que cette dimension de la santé est suffisamment prise en compte dans la réflexion générale sur les déserts médicaux et en zone rurale? Voilà, c'était les 3 points et je ne veux pas être trop longue pour que mes collègues aient le temps de parler. Merci. Je rebondirai sur 2 points en particulier, si vous me le permettez. Le premier concernant l'encouragement de l'installation des modèles de type maison pluridisciplinaire ou centre de santé. Nous trouvons que les 2 modèles sont intéressants et qu'il faudrait vraiment pouvoir les développer, notamment en zone rurale. Pourquoi? Parce qu'ils permettent cet exercice pluridisciplinaire et qu'ils permettent une offre de santé intégrée dans un seul lieu. Donc c'est une offre médico-sociale, les personnes se déplacent, ce sont des structures de proximité. Elles permettent de développer un petit peu plus l'axe prévention. Et on l'a relevé, il est extrêmement manquant pour les personnes en situation d'exclusion dans les zones rurales. Mais il est vrai qu'il faudrait pouvoir aussi interroger, m'en semble-t-il, dans les maisons pluridisciplinaires, les modes de rémunération des professionnels de santé quand il s'agit de personnes en situation de précarité. C'était ma première remarque. La seconde concerne la santé mentale. Donc effectivement, un Médecins du Monde dans tous nos territoires d'intervention, que ce soit de l'urbain, en zone rurale, en outre-mer, en métropole, c'est toujours une thématique saillante. Il y a effectivement de grosses choses à combler en matière de santé mentale sur le territoire français. Nos réflexions aujourd'hui, je vous disais, nous sommes en train de mener dans le territoire des Combrailles une mission exploratoire sur la santé mentale. Mais grosso modo, aujourd'hui, nous sommes en train tout d'abord de réfléchir à définir les professionnels en fait qui interviennent en santé mentale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de psychiatrisation du champ de la santé mentale, mais il faudrait interroger les pratiques, bon, vous l'avez dit, des psychologues, également le rôle des médecins généralistes, puisqu'ils sont la porte d'entrée sur le système, et pas que, donc leur type de dépistage et d'intervention en matière de santé mentale. Il y a également ce que nous faisons dans certains territoires en France, mais à l'international, il y a aussi le champ du soutien psychosocial. Donc, qui va au-delà des professions médicales et qui peut être extrêmement utile justement pour lutter contre tous les phénomènes de souffrance psychologique qui sont liés à l'exclusion ou à la pauvreté. Et peut-être aussi, c'est l'état de nos réflexions actuelles, de réfléchir au modèle communautaire en santé mentale, donc avec l'intervention de personnes dans la communauté dont les compétences en soutien psychosocial seraient renforcées. Voilà pour moi et je vous remercie. Merci, docteur. Qui souhaite prendre la parole pour répondre aux questions ou aux interventions, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Alors, je ne vois pas très bien. Je crois que c'est madame... Je suis le docteur Claire Siret. Très bien. À vous, docteur. Voilà, des petites interventions pour confirmer effectivement que
le témoignage des infirmières manque beaucoup dans votre audition parce qu'effectivement, elles ont un grand rôle dans la coordination, dans la prise en charge des patients et notamment en matière de prévention, de soins et de vaccination. Et effectivement, il aurait été intéressant probablement d'avoir leur témoignage. La deuxième chose, vous en avez beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé et c'est pas un sujet nouveau, c'est l'obligation à l'installation. Je me fais porte-parole du Conseil national de l'Ordre des médecins qui est favorable à cette obligation d'installation. Les raisons sont toujours les mêmes, ça ne marche pas là où ça a été mis en place. Et aujourd'hui, on peut même penser que le maillage des territoires par la mise en place de CMSP qui est fait sous l'égide des ARS qui connaissent bien les difficultés du territoire et qui sont en mesure de proposer ou de ne pas accepter la mise en place d'une MSP, quelque chose qui de fait a tendance à répartir les médecins sur le territoire. Quand on sait que c'est maintenant la seule façon que les jeunes professionnels de santé ont envie d'aller travailler dans les territoires, il ne s'agit pas maintenant de remettre des médecins sans aide tout seuls dans une situation où ils ne pourraient pas apporter une offre de soins de qualité, mais il s'agit bien de mettre en place des endroits où les professionnels de santé peuvent travailler en confort et sérénité, entourés par des pairs et avec des coordinations bien mises en place. Vous savez que le compagnonnage reste la seule encore unique motivation des professionnels de santé pour s'installer, et je crois qu'il faut la continuer. Et dans la mise en place de ces MSP et de CPTS, on est complètement dans ce profil-là, et je crois qu'effectivement, il faut insister dessus plutôt que sur les obligations d'installation. Voilà, je voudrais juste dire par rapport aux médecins généralistes, c'est que ne pas oublier qu'ils ne peuvent pas se substituer à tout le monde et qu'il faut leur redonner du temps médical qui aujourd'hui leur manque cruellement, d'autant que leurs confrères sont moins nombreux et que dans le fond des territoires, ils doivent assumer de plus en plus de charges médicales. Voilà. Quant à la demande par rapport aux mesures fiscales, je n'ai pas bien compris la question et je veux bien qu'on me la repose pour que je la remonte, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout fait d'études à ce sujet.